Donc, des retours d'école paisibles jusqu'au coucher. Mon Dieu, comme c'est important, ce temps du soir, autant pour les parents que pour les enfants, la journée est terminée et on aurait envie de rentrer à la maison et que ce soit douillet et que ce soit bon pour récupérer un peu de cette journée. Mais quand on rentre, c'est que la journée n'est pas terminée, ni pour les petits, ni pour les grands. Alors, je vais particulièrement focaliser sur le temps des devoirs, mais je vous donnerai ce que j'appelle un petit bonbon pour l'accompagnement au sommeil, parce qu'on sait très bien que ce temps de leur voir, c'est un temps que les enfants redoutent, quitter les parents, partir seul dans sa chambre pour la nuit, c'est pas quelque chose qui fait bien plaisir aux enfants. Et voilà, donc je vais vous donner quelque chose qui fera du bien aux petits comme aux grands. Donc, le temps des devoirs. Avant d'entrer dans le concret, on va se rappeler que nos enfants sont plus que des élèves et que dans leur vie, notre relation aimante, de parents aimants, est bien plus importante que la relation d'accompagnant au devoir. Donc, les enfants rentrent de l'école, ils ont besoin d'être accueillis. Et des bisous, et des câlins, et pourquoi pas un bon petit goûter. Et le chemin sur retour de l'école prend du temps, que ce soit à pied, les petites jambes marchent doucement, puis on rencontre Pierre-Paul et Jacques, et puis en voiture, il y a des bouchons, puisqu'on est tous sur la route au même moment. Donc, la vie est courte, et j'ai pour philosophie d'en profiter à chaque instant. Quand j'avais toujours eu des toutes petites voitures, et quand les filles mettaient leur ceinture, et pendant que je mettais la mienne, quand je me retournais, j'avais l'impression d'avoir mes filles un peu sur mon dos comme un sac à dos. Et donc je me disais, ouais, dans cet espace tout petit, on a une bulle d'intimité et on va en profiter. On va en profiter, c'est le moment parfait pour débriefer la journée. Alors, ça s'est bien passé, raconte-moi. Parle-moi de tes copines, et tu devais montrer ça, qu'est-ce qu'a dit ta maîtresse, et tout ça. Et là, c'est un moment unique où l'enfant a peut-être vécu des choses très difficiles, soit avec sa maîtresse, soit avec ses profs, soit avec une surveillante, soit avec un autre enfant, soit avec la meilleure amie. Et le cœur lourd, l'enfant est content de pouvoir vite lester et délester. Alors évidemment, il y a une espèce de fantôme là qui plane, les notes. Alors, écoutez, les notes, c'est quand j'ai fait l'école à la maison que j'ai pris conscience de ce que c'était les notes et comment je pourrais avoir le droit de les vivre différemment. Quand j'ai fait l'école à la maison, en fait, c'est pas l'école, c'était le collège, puisque Marie entrait en 4e, donc elle a fait 4e, 3e avec nous. Et Delphine a fait 6e, 5e et 4e. Et quand on a fait l'école ensemble, je me suis dite, à partir de quelle note tu vas considérer que tes filles ont une bonne note? Et alors, ah mais on est en partage d'écran. Alors, je ne peux pas vous montrer, mais c'est pas grave. Vous allez imaginer que je dessine comme un gâteau rond, et que ce gâteau rond, je vais le partager en 4. Donc, dans le premier quart, ça correspond à 5 sur 20. Si je rajoute un quart, ça va me faire 10 sur 20. Si je rajoute un troisième quart, ça va nous faire 15 sur 20. Quand les enfants vont à l'école, au collège et qu'ils ramènent 15 sur 20, mais tout le monde est content. Mais si on regardait ça avec d'autres yeux, on se dirait qu'il y a quand même un quart du chapitre qui n'a pas porté de points. Donc vous voyez comme quoi la vue sur les notes est vraiment relative. D'autant qu'un jour, l'énoncé peut avoir été compliqué, d'autant qu'un jour, l'enfant peut avoir été mal, ou parfois, l'énoncé, c'est pas qu'il serait difficile, mais il y a une petite erreur, ou les mots choisis ne sont pas si simples, et on peut aussi se louper un jour sur un devoir. Donc, on ramène une note, quand on a tendance en fait, qu'est-ce qui se passe? Quand le parent voit la mauvaise note, ça le court-circuit, il se dit, mon Dieu, ça y est, il ne sait pas faire, il n'a pas compris, il va prendre du retard, sa moyenne va reculer. Et je crois qu'il faut sortir de ça. Parce que on prend la panique,
On regarde son enfant avec les yeux de « c'est un mauvais élève ». Lui, il a un retour négatif sur lui. La confiance que maman lui donne semble limitée. Elle lui renvoie l'image qu'il n'est peut-être pas si bon, donc il ne peut peut-être pas y arriver. Et là, on rentre dans un mauvais processus. Si votre enfant rentre à l'école et qu'il ose vous dire « Maman, j'ai eu 8 sur 20, maman, j'ai eu 5 sur 20, maman, j'ai eu 0 à ma dictée », et que vous êtes préparé à recevoir une mauvaise note un jour, et vous dire « Écoute mon fils, écoute ma fille, tu me dis tes notes, mais quelle maman bénie je suis, je te remercie pour ta franchise. » Et pendant que vous faites ça, pendant ce temps-là, d'avoir envoyé un compliment, ça vous permet de faire passer ce désagréable que la note fait forcément vivre à la maman. Et pendant ce temps-là, l'enfant, lui, se dit « Ah ben maman a accueilli ma bonne note, elle m'a rien dit, ouf, quelle bonne maman. » Et vous allez dire « Écoute, c'est pas grave, quand on fera tes devoirs et qu'on aura terminé, si tu veux bien, on regardera ensemble où tu as perdu tes points. Et puis, eh bien, on essaiera de retravailler là où tu n'as pas compris. Comme ça, la prochaine fois, c'est un devoir où à nouveau, il y a quelque chose qui ressemble, mais cette fois, tu auras une bonne note. » Voilà. Donc, on a accueilli son enfant. Alors, si on travaille et qu'on arrive du travail et qu'on se précipite à l'école, on n'a peut-être pas le temps d'avoir préparé un goûter, mais je vous donne une petite idée en passant. Le dimanche, on pourrait très bien avoir un petit atelier cuisine où on fabrique les goûters de la semaine. Alors ça, ils adoreraient. On pourrait se faire des smoothies, on pourrait se faire des yaourts aux fruits, on pourrait se faire des petites pâtes d'amandes. Oh là là, alors on en fait plusieurs couleurs, on coupe, on taille, on rajoute un Smarties, ils seront ravis. Voilà. Donc, parfois, je m'excuse si je vous fais de la peine parce que vous ne pouvez malheureusement pas être à la sortie de l'école en ce qui vous concerne, mais vous pouvez trouver autour de vous une personne aimante qui prenne en charge les enfants. Alors dans l'idéal, ça pourrait par exemple être une grand-mère. Et d'ailleurs, ça me fait penser à vous raconter une histoire. Un jour, une dame que je connais très bien, que j'aime beaucoup, qui me dit « Oh, tu sais Bernadette, je suis vraiment ennuyée pour ma petite fille. Elle vient de faire une fugue. Et moi, quand j'étais jeune, j'en avais fait une aussi. Et c'est embêtant, elle rentre, ses parents ne sont pas là. Moi, j'habite à des kilomètres, je ne peux pas être près de ma petite fille. Et comme elle n'est pas là, comme personne n'est là, ce n'est pas au devoir, etc. Qu'est-ce que je pourrais faire ?» Eh bien, je lui dis, je sais que cette petite fille, tu l'adores. Ce que tu pourrais faire, c'est que tu lui demandes à quelle heure elle rentre de l'école, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Et à l'heure où elle rentre, eh bien, tu l'appelles. Et c'est ce qu'elle a fait. Et ça a tout changé la vie de cet enfant. Elle s'est sentie coucounée par sa grand-mère qui avait qu'une envie. Cette grand-mère, elle n'était pas tellement allée à l'école quand elle était jeune, donc pour les devoirs, elle ne pouvait pas compter sur elle. Mais le fait que cette grand-mère qui l'aime tellement, dit alors ma chérie, comment vas-tu? Comment ça s'est passé? Et puis la petite se mettait à raconter ses problèmes, c'est ci, c'est ça, sa joie d'être grand-mère. Puis après, qu'est-ce que tu vas prendre pour le goûter? Voilà, bon ben je vais te laisser. Et puis elle s'en allait. Et la petite, après, se mettait au travail. Donc des fois, vous voyez, c'est pas grand-chose. Sinon, ça peut être une personne que les enfants aiment bien, ou ça peut être une nounou. Voilà. Alors, j'ai parfois eu des parents qui n'avaient pas les moyens qui n'avaient pas les grands-parents sur place, qui n'avaient pas les moyens de payer une personne qui vienne le soir, mais qui pouvaient prendre 5 minutes sur leur lieu de travail pour appeler eux-mêmes les enfants. Ça aussi, ça peut être quelque chose. Et on peut toujours rebondir. Alors, comment rester zen pour accompagner ce temps des devoirs? On va commencer par parler de l'aspect matériel. Si vous êtes une maman avec plusieurs enfants, l'idéal c'est de mettre chaque enfant dans un lieu calme, chaque enfant dans sa chambre ou chaque enfant dans un coin où il est seul. Les enfants sont souvent toute la journée en cours collectif. Toute la journée, quand ils ne sont pas en classe, ils sont dans la récré, et la récré c'est extrêmement bruyant. Et quand ils ne sont pas en récré, ils sont dans les salles d'études qui sont plus ou moins silencieuses, et ils sont aussi parfois, et où il y a beaucoup de mouvements en tout cas, et ils sont parfois aussi Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit la récré, j'ai dit
la cantine ou l'étude. Voilà. Après, ils prennent parfois ils prennent les transports en commun. Donc, vous voyez, un temps de calme, chacun dans son petit coin, pour pas qu'ils se dérangent mutuellement. Ensuite, il faut de l'espace pour travailler. Donc, soit il y a une étagère et on peut mettre tous ses cahiers, ses livres sur son étagère, soit on n'a pas ça. Et dans ce cas-là, on va faire une pile par terre. Mais il faudrait que le bureau soit net, vide. Parce que c'est de la chance d'avoir un bureau. Hein, on achète tous des bureaux à nos enfants, mais quand on regarde bien, une fois qu'on a posé un cahier, un livre, il n'y a pas bien la place pour autre chose. Donc, on déblaye. J'ai oublié de dire quelque chose de très important. Si les enfants ont des portables, on va laisser le portable à l'entrée. Parce que pour peu qu'il y ait un joli petit son, quand il y a un texto qui arrive, ou qu'il y a une copine qui a envie de nous dire quelque chose, eh bien, il faudrait aussi débrancher le Skype ou les petites sonorités qui disent qu'il y a un mail qui rentre pour que l'enfant puisse se concentrer. Parce qu'en sans ça, il a toujours des stimuli, alors on dit tiens, ça sonne, qui c'est? Ah non, non, si j'ai besoin de savoir. Non, mais je répondrai pas, hein, je veux juste savoir qui c'est. Oh, c'est elle! Mais justement, j'allais lui dire quelque chose. Oh, puis ça ne durera pas longtemps. Voilà, le problème c'est que ça, on va faire la chose, mais ça va recommencer dans un moment. Donc vraiment, dans notre société qui fait beaucoup de bruit, il y a besoin de se réserver des bulles de silence, et particulièrement quand on se met à son travail. Alors, si vous êtes maman de plusieurs enfants en âge de faire leurs devoirs, les petits mettent toujours plus de temps à s'installer. Je vous conseille d'aller regarder les aînés pour voir avec lui un petit peu ce qu'il a à faire, voir un peu l'organisation, qu'est-ce qu'il pourrait faire sans vous au début. Il pourrait peut-être commencer à prendre ses leçons, tiens, ce serait une bonne chose, puis commencer à faire ses exercices. Et puis après, vous allez voir le moyen, puis le petit. Et le petit, vous allez commencer par faire les devoirs avec lui. Parce qu'il n'y en a pas pour très longtemps. Et comme ça, après, il pourra aller jouer. Et vous aurez plus que 2, voire plus qu'un enfant. Alors, pendant qu'on va faire travailler les grands, il ne faudrait pas que les petits soient toujours là. Ça va être une belle éducation à l'autonomie. Donc, il va falloir que la maman pense par avance en regardant son petit faire ce qu'il absorbe le plus. Là où ça va être plus facile pour lui de laisser la maman un temps assez long, relativement long, et s'occuper seul. Alors pour certains enfants, ça va être faire des jeux de construction. Pour d'autres enfants, ça va être des puzzles, puis ça peut être aussi puzzle, jeu, il peut aussi changer entre ces jeux. Si l'enfant n'est pas trop petit, il y a des jeux d'eau. Alors les enfants, dans le bain, ils pourraient rester des heures. Hein. On peut mettre des trucs inversés, on peut mettre des alphabets, ils écrivent des mots, ils écrivent des poésies là, sur les carreaux à côté de la baignoire. On peut mettre, oh là là, j'avais acheté un bateau, et puis il y avait une petite canne à pêche qui descendait, il y avait un aimant au fond, les hameçons, et on pouvait attraper des pièces. Alors ça, ils adoraient. Enfin bref, on peut trouver plein de choses. Et puis bien sûr, l'activité des seins. Alors, on croit que le temps des devoirs commence à la maison. Mais si on apprend à son enfant à bien se concentrer pendant qu'il est à l'école, s'il écoute bien, il y a des moments où il va se dire « Tiens, je ne comprends pas ». Et du coup, il va lever le doigt et va dire « J'ai pas compris là ». Ça, c'est très important. Il va participer. Le fait de participer, ça motive, parce que quand on est ça motive. On a des professeurs parfois qui nous intéressent un peu moins que d'autres, mais si on lance la question sur quelque chose qui nous intéresse, le professeur va répondre à notre question. Et il y a un lien qui se crée entre le professeur et l'élève, et ça, c'est un lien précieux. Ce qui est important aussi, quand on est bien concentré, c'est qu'on est concentré de tout son être, c'est-à-dire qu'on voit les choses qui se passent, on voit les expériences que le professeur fait, les dessins qu'il peut faire au tableau, il se déplace, il met le pied dans la poubelle, on est mort de rire. Vous voyez, il se passe plein de choses. Il va y avoir des accroches auditives, il va y avoir des approches kinesthésiques, il y a des gens qui posent des questions, toute la classe rit. Voilà. Donc tout ça, cette présence-là, ça fait emmagasiner un paquet d'informations qui vont faciliter l'effort de mémorisation par la suite. Et quand on apprendra sa leçon,
eh bien on va essayer, là encore, de faire travailler mémoire visuelle, mémoire auditive et mémoire kinesthésique. Il y a des études qui ont montré que on retient mieux, parce que vous savez, dans les dîners, très souvent, on entend dire, ben, moi je suis visuel, moi je suis auditif, moi je suis kinesthésique. Oui, d'accord, c'est très bien de se connaître, et c'est très bien de faire, de savoir sur quel canal on peut compter, mais si vous avez, par exemple, si vous êtes visuel, et que vous avez un potentiel de 80% en mémoire visuelle, et que vous comptez que sur visuel, passer de 80 à 100%, je ne sais pas, hein, mais on pourra toujours monter un peu, mais si vous pouvez ajouter à vos 80% la mémoire auditive et que vous travaillez cette mémoire auditive, elle va peut-être passer de 15 à 30, vous voyez. Et si on peut utiliser les trois, ben, une fois l'information va revenir par la mémoire visuelle, une fois ça va être par la mémoire auditive, une fois par la mémoire kinesthésique. Donc l'idéal, c'est d'apprendre en écrivant, en parlant tout fort, et même en marchant dans sa chambre. Alors, je conseille souvent aux enfants, car écoute, tu vas faire comme si c'est toi qui faisais la classe à tes nounours. Et même avec les tout petits, des fois, je leur dis installer les peluches et vous allez leur faire la classe. Ou alors imaginez que les peluches, c'est vos copines. Et vous leur parlez, etc. Alors ça marche d'enfer. Alors, quand j'ai réfléchi à ce travail-là sur les devoirs, j'ai lu un livre qui m'a donné des statistiques que j'ai trouvées très intéressantes. En fait, si les jeunes allaient en cours et qu'ils fassent juste écouter le cours, et supposons qu'après, ils n'ouvrent pas leur cahier, et qu'une semaine plus tard, ils retournent en cours, bien, ils auraient toutes les chances qu'il leur reste 20% de ce qu'ils ont entendu, c'est-à-dire que sur une note de 20, ils auraient 4. Maintenant, on va imaginer que... Alors, pourquoi si peu? Parce que quand on entend, il y a des études qui ont été faites et qui disaient qu'au volant, la concentration était de l'ordre de 10 minutes. Et quand je vois le nombre d'intuitions que je reçois quand je conduis, voilà. Donc quand on fait juste écouter, eh bien, il y a des fois on est là, puis des fois on n'est plus là, parce que ça fait penser à certaines choses, parce qu'on se baisse pour ramasser un crayon, parce qu'on a quelque chose à dire aux copains, parce qu'il y en a un qui nous a marché sur le pied, enfin bref. Et maintenant, on va imaginer un autre scénario. On va imaginer que l'enfant est malade et qu'il a un copain ou une copine qui gentiment a pris les cours au carbone et vient les lui donner le soir. Et alors là, il se dit, ouh alors, est-ce que c'était difficile? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés jusqu'où? Et alors, on va lire, et cette fois, on va lire avec attention, parce que ça, on n'a jamais vu. Et puis, on va surtout bien comprendre. Et là, comme on fait un effort vraiment très précis de concentration, eh bien, si on avait un contrôle dans une semaine, on aurait toutes les chances d'avoir 6 sur 20. Vous voyez déjà la différence. Maintenant, on va supposer qu'on va à l'école, qu'on est bien concentré, on écoute bien, et on va relire son cours la veille du cours pour le lendemain. Quand c'est le cas, eh bien, on a toutes les chances d'avoir la moyenne. Et maintenant, si on reprend son cours, et je vous montrerai comment, si on se l'approprie, eh bien, c'est sûr qu'on aura toutes les chances d'avoir 18 sur 20, et je vais vous accompagner pour que vos enfants aient ces notes-là. Alors là encore, c'est un schéma que j'ai repris dans un livre et je trouve vraiment intéressant. C'est un repère, regardez, en abscisse, on a les jours, on a 60 jours. On a étudié sur 2 mois ce qui restait. Et là, vous voyez, on a mis en ordonnée des pourcentages. C'est-à-dire que si aujourd'hui j'apprends 100%, voilà, on va supposer que tout ce que j'ai appris aujourd'hui, ça représente 100%. Si j'apprends aujourd'hui, et c'est tout, eh bien au bout de 2 mois, regardez, il ne me restera que 8% de l'information. Vous imaginez si je n'avais pas appris? Et c'est au bout de 2 mois. Vous imaginez au bout d'un an? Maintenant, on va imaginer, et c'est donc le tracé rouge, on va imaginer que vous avez appris une première fois, c'était le tracé bleu, et que vous allez réviser une fois. Eh bien, quand on révise une fois, au bout de 2 mois, il reste 48% de l'information. C'est déjà mieux, hein? Mais au bout de 2 mois, donc il faudrait peut-être sécuriser un peu ça pour qu'au bout d'une année, il en reste un peu plus.
Eh bien, si on révisait une deuxième fois, donc on a appris une fois sa leçon, on la révise une première fois, il reste 48%, on la révise une deuxième fois, on gardera 78% de l'information. Alors maintenant, avec tout ce qu'on exige à nos jeunes et tout ce qu'on demande, je ne vais pas demander de réviser une troisième fois, parce que ça fera un différentiel qui est quand même, somme toute, assez petit. Alors voilà comment on va s'y prendre. Notre organisation, alors je vous préviens, quand vous allez entendre et découvrir, vous allez vous dire « Oh mon Dieu, mais jamais je pourrais dire ça à mes enfants !» Et bien sûr, quand je dis ça aux jeunes, je leur dis « Vous allez croire que maman vous emmenez voir une femme qui sait, elle n'a jamais dû utiliser cette méthode, mais c'est pas possible, elle nous demande ces trucs affreux. » Mais tout de suite après, je leur fais une démonstration avec les chiffres en main. Et vous allez voir. Donc, l'organisation que je vous montre n'est pas adaptée pour des enfants du primaire. Elle est adaptée à partir de la 6e, donc pour les collégiens et les lycéens, jusqu'au bac. Donc là, vous voyez, c'est quelque chose qui va vraiment vous aider jusqu'au bac. Et puis, les enfants qui ont pris l'habitude de travailler avec cette méthode, ils ont pris l'habitude de se connaître et ils ont pris l'habitude de s'organiser. Et du coup, ils adaptent leur organisation dans le supérieur de manière remarquable. Donc, notre organisation, chaque soir, elle va être en 3 temps. Premier temps, c'est le temps bleu, évidemment. Tu vas faire tout ce qui est à faire pour demain. C'est-à-dire, tu vas réviser les leçons pour demain et puis tu vas t'assurer que tous les exercices sont faits et bien faits. Ensuite, tu vas apprendre toutes les nouvelles leçons de la journée. Alors, c'est là qu'ils ne sont pas bien contents et je vais rentrer dans le détail. Je vais vous partager, quand j'étais une petite fille, et même une moyenne fille, l'histoire géo, c'était quelque chose que j'étais incapable de retenir. C'était terrible. Je me souviens, maman m'aidait le dimanche soir, oh là là, des fois jusqu'à 10h du soir, ça durait 1h30, 2h, c'était impossible. Puis un jour, je me suis dit, et si je l'apprenais le soir même? Et là, j'ai mis 20 minutes. Alors, on va y revenir. Donc, une fois qu'on a fait tout ce qu'il y a à faire pour le lendemain, on va apprendre toutes les nouvelles leçons de la journée. Alors, un petit zoom sur les cours de langue. Très souvent, les professeurs de langue ne disent pas à leurs élèves qu'il faut apprendre le vocabulaire. Et une langue, c'est fait de plein de mots. Oui, il y a des tournures de grammaire. Oui, on va les travailler à l'école. Oui, on va faire des exercices. Mais il n'y a pas que la tournure de grammaire. Il va falloir mettre des mots dans la phrase. Et des fois, les professeurs donnent par exemple comme exercice, en 6e particulièrement, trouver les opposés de ces adjectifs-là. Mais ces adjectifs, on ne les connaît pas forcément. On va voir sur le dictionnaire ou sur Internet, on trouve la réponse, j'ai fait mon exercice. Le professeur aurait dû dire, vous faites cet exercice sur les adjectifs et leurs opposés et vous apprenez ce vocabulaire. Voilà. En 5e, il commence déjà à travailler sur des petits textes. À chaque fois qu'il y a un petit texte ou tout ça, tu prends ton crayon à papier et puis tu vas traduire la petite phrase. Et quand tu as fini, tu caches le texte anglais, tu vois le texte en français et tu vas essayer de redire la phrase en anglais. Mieux, tu vas l'écrire. Parce que la langue en anglais ne se prononce pas comme en français. Et ce qu'on sait dire, parce qu'on l'a entendu en cours, on ne sait pas forcément l'écrire. Une langue, et même pour la mémoire, je le disais tout à l'heure, et particulièrement pour une langue, ça s'apprend en écrivant. Et en disant tout fort, bien entendu. Voilà. Alors, on va apprendre toutes les nouvelles leçons de la journée. Donc les leçons de langue, le vocabulaire bien sûr en langue, mais aussi les formules en mathématiques, la petite règle de grammaire, la leçon d'histoire géo, c'est histoire géo, la leçon d'SVT, c'est SVT. Toutes les nouvelles leçons de la journée. Et quand c'est fini, c'est pas encore fini. Mais ne vous inquiétez surtout pas. Parce que si vous commencez cette méthode, par exemple au retour des vacances de Pâques, l'idéal c'est même à la rentrée de septembre, mais à chaque retour de vacances, c'est génial parce que le premier jour on s'avance, c'est pendant les vacances, on est prêt. Et le premier jour, on n'a pas celle de la veille à réviser, donc on commence et ça commence tout en douceur. Donc, je fais tout ce qui est à faire pour demain, j'apprends les nouvelles leçons de la journée et je révise celles que j'ai apprises hier. Alors, vous allez voir, on va rentrer dans le détail, ne vous inquiétez pas. Donc, quand l'enfant revient de l'école, il va prendre un papier.
Et puis il va noter tout ce qu'il a à faire. Donc français, il va marquer, et puis il va penser à mettre un timing. Ça, on va le voir. Français, j'ai des maths, j'ai de l'anglais, j'ai pas de SVT, j'ai de la géographie. Voilà. Et puis une fois qu'il a fait sa liste, il va commencer par ce qu'il aime le moins. Alors pourquoi ça? Donc il va faire sa liste et puis en face des matières, alors j'ai fait un exemple ici, voilà, j'ai fait ma liste. Donc mettons qu'en maths, j'ai 10 minutes pour faire ma fiche, parce que là aujourd'hui, pouf, c'était sur les puissances, il y en avait un paquet. Hein. Il y avait 10 dont 11 formules à retenir, donc je les écris sur ma fiche. Et puis après, j'ai des exercices à faire. Donc je pense que j'en ai pour 20 minutes en maths. En français, j'ai une récitation, donc je vais la réviser. Et ouais, mais celle-là, elle est un petit peu du rail. Je préfère mettre 10 minutes, comme ça je serai tranquille. L'espagnol, j'en avais pas aujourd'hui, mais je l'ai appris hier. Donc j'ai plus que 3 minutes révisées, ça va vite. Hein. La géographie, c'est une leçon nouvelle. Alors je vous ai dit, moi je suis pas bien bonne. En géographie, j'ai mis 20 minutes. Mais j'ai des enfants qui mettent 10 minutes pour la géographie. SVT, ça va déjà mieux, donc 10 minutes. Et puis j'ai aussi un exercice à faire, ça me prendra 10 minutes parce qu'elle a dit qu'il fallait faire attention, il fallait dessiner, il ne fallait pas dépasser, il fallait mettre la légende, il fallait mettre un titre, il fallait souligner, bref. Et puis en anglais, voyons voir, qu'est-ce que j'ai? J'ai 3 minutes parce que j'ai pas eu cours d'anglais aujourd'hui, mais j'ai eu du vocabulaire hier, donc c'est à réviser 3 minutes. Et puis j'ai 5 minutes parce que j'ai un exercice à faire. Alors là, on va supposer que je suis en 5e, j'ai 1h18 de travail à faire. Donc une fois que j'ai fait ma liste, ici, à côté de mathématiques, alors moi ici, vous voyez, je mettrai 1 à côté de géographie, parce que c'est là que j'ai le plus de mal pour apprendre. Après, je pense que j'aurais mis 2 pour espagnol. Après, j'aurais mis 3 pour SVT. Et puis, j'aurais mis 4 pour français, 5 pour anglais, maths, c'est ce que je préfère. Donc, vous voyez, vous allez mettre les numéros de 1 à en commençant le 1 par la matière qui est la plus difficile, celle que vous aimez le moins. Vous voyez, par exemple, pour moi, aujourd'hui, je souffrirai 20 minutes, mais après, c'est fini. Alors, c'est extrêmement, ça, c'est vraiment un cadeau, cette idée-là, parce que quand on a quelque chose qu'on n'aime pas, en principe, on procrastine. On le repousse, on le repousse, on le repousse. Alors du coup, on sait qu'on va avoir quelque chose de pas agréable à faire. Voilà. Alors, alors finalement, on traîne sur le reste. Puis tout d'un coup, par chance, maman nous appelle. Coucou, c'est l'heure de manger. Oh, je n'ai pas fini mes devoirs. Ouais. Et puis, maman était en retard pour le repas. Il est 8h. Quand on finit de manger, c'est 9h. Elle va me dire, va te coucher, j'aurais pas fait. Mais tant pis, j'aurais pas fini mes travaux. Alors que si on commence par géographie, il y en a pour 20 minutes. Et après, pouf, fini. Après, l'espagnol. Alors l'espagnol, 3 minutes en plus. Et après, alors attendez, géographie, c'est fini. Ah ben, je suis vraiment contente que ce soit fini. Je prends mon crayon et il est fini, c'est super. Après, espagnol. Espagnol, 3 minutes. Hop, je sais, je barre et j'avance. Et j'avance finalement. Plus j'avance, plus je rentre dans le plaisir parce que je fais des matières que j'aime de plus en plus. Et mon rythme va s'accélérer. Et en fait, vos enfants feront sans doute comme les miennes un jour. Chaque fois qu'elles venaient au dîner le soir, elles me disaient « Maman, devine le temps que j'ai économisé. » Par exemple, ici, si elles avaient fait cette liste-là, elles auraient dû travailler 1h18. Elles m'ont dit « J'ai gagné 8 minutes, maman. J'ai gagné 18 minutes, ça m'est jamais arrivé. » Voilà. Et ça les met en joie. Ça fait que le lendemain, quand le temps des devoirs revient, ils n'ont pas ce mauvais souvenir, ce truc qui dure, qui est infernal. Si on commence à 6h, à 7h20, on a fini. Quand on a un élève de 5e, 7h20, la soirée est encore longue. On va pouvoir téléphoner à ses copines si on a vraiment besoin. On va pouvoir, je ne sais pas, prendre un livre. On va pouvoir jouer en famille, raconter des histoires, faire un jeu. Voilà, c'est fantastique, quoi. Voilà, donc, oui, c'est ce que je disais. Voilà. Alors, les avantages de travailler ainsi. Ça peut paraître fou, mais en travaillant comme ça, on gagne énormément de temps. Car un cours appris le lendemain ou les jours suivants prend plus de temps à rentrer qu'un cours appris le jour même. Et si vous avez besoin d'une démonstration chiffrée, bon, j'étais vraiment très mauvaise pour retenir en géographie, on va prendre mes meilleurs jours, je mettais 3/4 d'heure. 3/4 d'heure et j'apprenais qu'une fois. Ça veut dire que quand c'était la révision, je ne vous dis pas, alors là c'était infernal, il me fallait un week-end et j'arrivais pas. Alors que si je travaille donc à la semaine, 3/4 d'heure la veille,
au lieu de ça, si je fais le jour même 20 minutes, je révise le lendemain. Allez, le lendemain, j'ai déjà appris, je révise le lendemain, je le sais vite. Mettons, je mets 12 minutes. Alors 20 minutes et 12, ça fait 32. Et le surlendemain, je sais par cœur, en 3 minutes, c'est sorti. J'ai gagné 10 minutes. 10 minutes par rapport à 3/4 d'heure. Mais pour la révision, non seulement j'ai gagné 10 minutes, mais je vais gagner des heures. Parce que pour apprendre, quand on a 20 pages format A4 à réviser, eh ben c'est long. Mais si j'ai fait des fiches et que j'ai travaillé mes chapitres, je les ai en tête et les réveiller, les réviser, ça va être rapide. L'avantage de travailler comme ça, c'est qu'on sera toujours prêt pour une interro surprise. Et c'est là que les professeurs peuvent juger de ceux qui travaillent régulièrement. Et je vais vous dire quelque chose, il y a des enfants qui ont une mémoire faramineuse et les professeurs détestent les enfants qui ont une mémoire faramineuse et qui vont avoir une très bonne note sans avoir appris. Donc, les interros surprises, c'est là que les meilleurs élèves perdent des points. Même si sur le DS, ils s'en sortent très bien, sur les interros surprises, ils se loupent et là, les profs les attendent au tournant au conseil de classe. Il faut savoir aussi que quand un prof hésite entre 13 et 14, il va pencher pour 14. La petite note de travail, ça va être le petit plus qui est là. Alors, le travail régulier, ça permet au cerveau de repasser sur le contenu. Ça permet d'incruster le cours. Tiens, je vous donne un exemple. Alors, on a créé avec Eric une méthode, un jeu vidéo pour apprendre les tables en s'amusant. C'est pas un jeu pour réviser les tables, il y a un module de révision, mais ce que je veux dire, c'est pas un jeu qui est fait pour utiliser les tables, c'est un jeu méthode qui va apprendre aux enfants à connaître leurs tables en utilisant la commutativité de la multiplication et aussi par un ordre judicieux d'apprentissage et non pas de la table de 0 à la table de 10 et aussi en donnant plein d'astuces et puis l'enfant va en créer d'autres, enfin en jouant. Donc, eh bien, vous voyez, quand les enfants savent enfin leur table, ils sont contents. Mais s'ils en restent là, il est fort possible que 2 ou 3 mois après, ils ne les sachent plus. Alors, comment faire pour qu'ils les sachent? Eh bien, les 3 semaines qui suivent, tous les jours, 5 à 10 minutes, pas plus, pas le week-end, vacances, interdiction de travailler. Mais, bon, je plaisante. Et quand même, donc 5 jours de la semaine, ça suffira. Pendant 5 à 10 minutes, ils révisent les tables. Et s'ils font ça 3 semaines de suite, cette fois, elles sont acquises à vie. Donc, vous voyez, un cours qu'on repasse et qu'on repasse 2 fois, 3 fois, mais c'est des connaissances qui se gravent. Ça permet aussi d'approfondir l'apprentissage. Vous verrez, ou peut-être je vais vous le faire réaliser, que c'est en repassant le cours la 3e fois qu'on se dit « Oh bah tiens, je disais ça, mais je ne me rendais pas compte de ce que ça voulait dire. » Parce que l'air de rien, quand on repasse dessus, le cerveau, il continue de chercher, de comprendre, d'écouter les mots qu'il dit, et tout d'un coup, voilà, c'est un peu comme l'oignon. On avait repéré le gros de l'oignon, et puis on y repasse une autre fois, ça fait une couche de moins, et puis on approfondit. Alors l'autre avantage, je le disais tout à l'heure, c'est que quand on repasse et qu'on repasse, et dans les matières comme l'histoire géo, ou comme la SVT, quand il y a des révisions, waouh, c'est vraiment 20 pages, hein, c'est vraiment un gros pâté. Et quand on a travaillé, eh bien, on réveille, on enlève la poussière, mais la mémoire, les connaissances sont là. Alors que quand on n'a appris qu'une fois, c'est oublié. Vu la quantité de choses qu'on apprend et qu'on fait dans une journée, dans une semaine, dans 15 jours, dans un mois et demi, parce que souvent les interros sont à la fin du mois et demi, ou à la fin du grand chapitre, ou à la fin de 2 ou 3 chapitres, eh bien, c'est comme s'il fallait tout réapprendre, et alors là, c'est la galère. Alors, pour apprendre facilement, je disais tout à l'heure qu'il fallait s'approprier son cours. Et s'approprier son cours, eh bien, c'est faire une fiche. Vous voyez, par exemple, si en géométrie, on devait travailler sur le triangle, sur le cahier, il y a peut-être un paragraphe grand comme ça, une définition grande comme ça pour dire ce qu'est un triangle isocèle, mais sur sa fiche, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà réviser comment on fait un triangle isocèle. Donc on va tracer sa base, hop,
Et puis on va prendre son compas, un écartement de compas, mais le picou là sur le sommet de droite en bas et on va faire cet arc de cercle. Et puis on va garder le même écart de compas et on va mettre le picou sur l'angle gauche en bas, sur le sommet en bas. Et puis on va tracer cet arc de cercle là. Et à l'intersection, on a un point qu'on joindra avec les deux sommets en bas. On marquera en rouge une petite marque sur chacun des côtés pour se souvenir que le triangle isocèle a deux côtés égaux, mais il a aussi à la base deux angles égaux. Et on mettra une petite marque. Donc vous voyez, pas la peine de recopier un pâté sur sa fiche. On dessine un triangle. Bim bim, il y a deux côtés égaux et deux angles égaux à la base. Et ça, on s'en souviendra. Pour le triangle isocèle, on va mettre la petite marque, le petit symbole là, qui nous montre, c'est le symbole de l'angle droit, qui nous rappelle qu'un triangle rectangle, a un angle droit. Alors, prenons par exemple une fiche en mathématiques, toujours en algèbre. Alors, vous voyez, j'ai marqué les formules en deux couleurs. Et puis, j'ai aligné les signes égales. Alors, pourquoi ? Parce qu'une fois que vous aurez fini d'empiler vos deux colonnes de formules, vous allez prendre une feuille et vous allez cacher par exemple tout ce qui est écrit en noir. Et sur cette feuille, vous allez écrire la réponse. Carré puissance 0, c'est 1. Carré puissance c'est 1, c'est carré. Carré puissance 2, c'est carré fois carré, etc. Et puis une fois que vous avez fini d'écrire vos formules, vous allez pousser la feuille sur la droite et vous allez pouvoir vous corriger. Si jamais il y avait une ligne qui était fausse, vous pourriez mettre un petit trait qui se prolonge horizontal et plier la feuille de façon à refaire la ligne là où les lignes qui étaient fausses. Voilà. Et quand vous avez fini, hop, on met la feuille de l'autre côté, on cache tout ce qui est écrit en rouge et on va réécrire carré puissance 0 en face du 1, carré puissance 1 en face du carré, etc., etc. Et puis, on va pousser la feuille vers la gauche pour corriger. Et s'il y avait une faute, on mettra un grand trait horizontal pour replier la feuille et aller remettre la réponse sur le trait qui indiquait la formule à réviser. Alors, pour les maths, c'est assez facile. Parce que finalement, pour les maths, à part les formules, comme les puissances, ou les théorèmes, il y a et puis les définitions, bien sûr. Alors on va dire que formule et théorème, c'est du par cœur. Les définitions, certaines sont à apprendre vraiment par cœur, mais d'autres pour des choses aussi simples que ça, vous voyez que le dessin suffira. Maintenant, prenons une leçon de SVT. Pour une leçon de SVT, eh bien, on va faire une fiche ou une carte heuristique ou un mind map, c'est à peu près équivalent, bon. Et alors, vous voyez, on va faire des dessins. Alors, parfois, j'ai des élèves qui me disent « Oh là là, non, moi, je ne sais pas dessiner, je ne veux pas dessiner. » Puis, tu sais, les mots, je préfère. Alors, franchement, on va dire qu'il y a 95% des enfants qui préfèrent faire des dessins et 5% qui préfèrent les mots. Alors, pour ceux qui préfèrent les mots, eh bien, on va sortir d'un paragraphe complet ce qui est essentiel. On parle du développement des végétaux, on va donc parler de la croissance de la plante. Pour qu'une plante croisse bien, il lui faut de la lumière, de l'eau et de la terre. C'est ça les mots qui étaient importants dans ce premier paragraphe à retenir. Alors, si on fait des dessins, eh bien, on va dessiner une petite graine qui pousse, qui monte. Oh là là, belle plante, voilà. Il va lui falloir de la lumière. Alors, on peut mettre soit un soleil, soit une ampoule. Il va lui falloir de l'eau, voilà des jolies petites vagues. Puis, il va lui falloir de la terre. Alors, j'ai mis un petit verre de terre pour se souvenir. Alors maintenant, je voudrais vous donner comment faire pour réviser un DS ou un contrôle de maths, de physique, d'SVT. Alors là, c'est réservé plutôt aux matières scientifiques. Donc la première étape, c'est connaître son cours par cœur. Il faut connaître ses définitions, ses formules, ses théorèmes. Vous savez, parfois, il y a de très bons profs qui vont faire sur un chapitre 20 pages de cours, où il y a des exercices mélangés, puis des démonstrations et tout ça. Et ils disent, pour l'EDS, il faut que vous appreniez votre cours. Mais il ne faut pas apprendre les 20 pages, surtout pas. Parce que c'est vrai que cette perspective, mais oh là là, c'est terrible. Il faut que l'enfant apprenne, et des fois, il faut l'aider au début, à retenir qu'est-ce qui est essentiel dans ce
dans ce cours? Eh bien, l'essentiel, ce sont les formules, les définitions, les formules et les théorèmes. Donc ça, il faut le connaître par cœur. Quand on a fini, on va regarder tous les exercices qu'on a faits depuis qu'on traite de ce chapitre. Parmi les exercices qu'on a faits, il y en a qui étaient juste du premier coup, puis il y en a, on a eu du mal à démarrer, il y en a, on a commencé mais on s'est trompé en route, et puis il y en a, c'était fou. Alors il va falloir refaire tout ce qui était faux. Tout ce qui était faux, qui n'était pas entièrement juste, ou ceux pour lesquels donc il y avait un petit grain qui n'allait pas très fort. Alors, là, je vais y revenir, mais je voudrais préciser quelque chose. Il faudrait que les enfants prennent l'habitude de rentrer à la maison en ayant tout compris. Parce que je leur dis quand ils viennent me voir, tu sais, si tu ne fais pas ce travail-là, tu viens me voir qu'une fois par semaine. Mais tu as cours de maths tous les jours. Et c'est pas quand tu rentres à la maison que tu éclaires, que tu appuies sur l'interrupteur de ta petite lampe de bureau, que tout d'un coup tu vas te mettre à comprendre. Et si tu n'as pas compris ton cours, mais comment tu vas faire les exercices? C'est pas possible. Alors, je dis, il faut que tu lèves le doigt, ton professeur sera très content que tu t'intéresses et que tu dises que tu n'as pas compris, il va recomprendre. Oh oui, alors là, des fois, il y en a qui me disent, oui, non, mais mon professeur, il n'aime pas du tout. Ah bon, même malheureusement, des fois, c'est vrai que ça arrive. Alors, bon, tu as repéré, à ce professeur-là, il ne faut pas demander. Mais dans la classe, il y en a plein qui ont compris. Il y en a qui ont compris. Alors, on repère bien, on sait bien ceux qui comprennent vite en maths. Il y en a qui sont meilleurs en maths, il y en a qui sont meilleurs en français. On sait bien où on peut repérer quelqu'un. T'as compris, toi, on demande. Et puis on dit, tu pourras m'expliquer à la récré, ou tu pourras m'expliquer en sortant, tu pourras m'expliquer demain, en arrivant, ou je sais pas, samedi tu viendras jouer et puis tu m'expliqueras. Donc voilà, il faudrait s'arranger pour que les enfants deviennent autonomes, qu'ils se rendent compte s'ils ont compris et qu'ils sont responsables de comprendre, quoi. Il faut qu'ils comprennent. Donc il faut qu'ils osent demander. Puis il y a des professeurs qui seront ravis qu'ils posent la question. Hein, et normalement, c'est ce qui serait juste qu'ils soient. Donc il faut lever le doigt. Et dans ce cas-là, ils me disent, oh mais tu rigoles, les autres vont se moquer. Ah ouais, des fois. Alors, je vais vous raconter une mésaventure qui m'est arrivée. J'étais en 5e à l'époque. Un jour, justement, j'ai une copine qui lève le doigt et je me mets à rire. Et là, je me dis, quoi, Bernadette, tu t'es moquée? Tu t'es moquée? Tu as tellement peur que les autres se moquent, tu t'es moquée? Je me dis, non, mais c'est pas possible. Et alors, je me sentais mal. Et du coup, j'ai repassé le film dans ma tête. Et en fait, non, je ne m'étais pas moquée du tout. Ce qui s'était passé, c'est que quand la copine a posé la question, mais c'est que ça m'a rassurée. Ça m'a rassurée. Je dis, oh, j'étais contente, il a posé la question, moi qui n'osais pas la poser. Voilà. Elle dit, tu vois, quand tu lèves le doigt, toi tu oses, tu as le courage d'oser. Mais en fait, tu rends service à plein d'autres qui dans la classe, tu crois qu'ils ont compris et tu crois que tu es le seul à ne pas avoir compris. Mais c'est pas vrai. Tout le monde fait comme s'il avait compris, mais personne dit qu'il n'a pas compris. Et ça va en sauver plein. Et si toi, tu oses poser la question quand tu n'as pas compris, ben, y a d'autres fois que c'est d'autres qui oseront poser la question. Et du coup, la classe va devenir vivante, ça va être intéressant, le prof va être content. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Bon, enfin, je reviens à mes moutons. Pour réviser un DS, un contrôle de maths, de physique ou de SVT, d'abord, il faut qu'on sache son cours par cœur. Après, il faut qu'on refasse l'exercice qu'on a fait faux. Alors là, il faut que je vous raconte encore une histoire. Un jour, j'ai une de mes élèves qui me dit « Je suis trop dégoûtée, Bernadette. » Je dis « Pourquoi ?» Ah, puis tu sais, je ne travaillais jamais avant. Et là, je me suis dit, allez, je vais écouter Bernadette pour une fois. Ce week-end, j'ai refait tous mes exercices. Je lui dis, mais tu les as refaits jusqu'à ce qu'ils soient justes? Non, je les ai refaits une fois. Bon, dis-moi, est-ce que par hasard, tu les aurais pas fait, tu n'aurais pas fait la faute au même endroit? Si je me suis retombée au même endroit, ben j'ai dit, tu vois, t'as pas appris. Tu sais, dans une maison, je sais pas toi, mais moi ça m'arrive, je me cogne toujours dans la chaise, qui a la chaise dans l'angle vers ma cuisine. Tu vois, les exercices de maths, c'est pareil. On va se tromper toujours au même endroit. Alors, tu vois, si par exemple, ton exercice, il faisait
il fallait 5 lignes pour le résoudre, pour le faire. Supposons que tu te trompes toujours de la 3e à la 4e ligne. De l'1 à la 3, c'est toujours juste. Tu vois, quand tu vas refaire, c'est pas la peine que tu fasses de la 1 à la 3, tu l'as toujours juste. Le problème, il n'est pas là. Il n'est pas là non plus entre l'avant-dernière et la dernière ligne. Ton problème, il est juste entre la 3e et la 4e. Donc, tu vois, au lieu de tout refaire, ce que tu vas faire, tu vas cacher la 4e et tu vas juste passer ce petit passage. Supposons que tu dises, ah là là, non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Ah, mais je ne me souviens pas encore. Alors, ben, regarde alors. Tu regardes, plutôt que de passer des heures, hein, regarde. Ah oui, c'est vrai. Bon, essaye de refaire alors maintenant. Ah ben, cette fois, j'y arrive. Voilà. Donc, il faut que tu fasses jusqu'à ce que ce soit juste. Et là, tu auras progressé. Tu comprends? Voilà. Alors, je lui dis, dis-moi un petit peu. Tu me dis que tu as travaillé. Tu as travaillé quand? J'ai travaillé dimanche soir. Et ça travaillé jusqu'à quelle heure? Ben justement, c'est ça que je voulais te dire. J'ai travaillé jusqu'à minuit. Oh, j'ai dit, mon Dieu, tu n'aurais pas dû. Alors, elle ouvre des yeux comme ça. Je dis, non. Il ne faut pas travailler une fois jusqu'à minuit. D'habitude, tu te couches à 10h30 et tu n'as rien fait. Et là, tu as travaillé combien? 2 heures, 3 heures? Oh mon Dieu, tu te rends compte dans quelle fatigue tu devais être? C'est pas comme ça qu'il faut travailler. C'est comme si tu disais, pour arroser mon jardin, un jour, j'ai mis 1 m3 sur mes radis. Je comprends pas, ils n'ont pas poussé, ils sont tout pourris. Tu vois, c'est pareil. Il faut tous les jours un petit peu. Tu sais, j'ai un animal que j'admire, c'est la fourmi. La fourmi, elle est capable de déplacer une montagne. Oh, ben pas en une fois. Hein. Elle va prendre un grain à la fois. Et puis elle va revenir chercher un grain. Elle va venir chercher un grain. Tu vois, elle ne se fatigue pas. C'est régulier. Tous les jours, à chaque passage, un seul grain. Ben toi, c'est pareil. Tu vas t'organiser, toujours pareil. Et tu vas faire tes petits exercices jusqu'à ce qu'ils soient faits. Juste, et t'as qu'à les faire au fur et à mesure. Comme ça, tu n'auras pas un pâté à faire. Tu vois, par exemple, ce travail de refaire les exercices faux. Jusqu'à ce qu'ils soient justes. Au lieu de les faire la veille du DS pour le DS, mais tu les fais chaque soir, puisque tu as fait des exercices chaque soir. Et comme ça, le lendemain, quand tu vas refaire des exercices en classe, vu que tu auras progressé sur tes exercices de la veille, ben, tu vas faire des progrès phénoménaux. Et tu vas pouvoir te tromper sur d'autres choses. C'est génial. Tu vas apprendre davantage. Et tes notes vont monter. Voilà comment on fait. Alors, tu sais, si tu sais ton cours par cœur, si tu as refait tes exercices faux jusqu'à ce qu'ils soient justes, eh ben, tu seras comme mes filles. Plutôt que de te dire, oh là là, je vais encore avoir un DS, je vais encore prendre un carton, je vais encore me faire disputer. Ma moyenne va encore chuter, quelle aura, tu seras comme mes filles. Tu diras, oh maman, vivement que j'ai mon DS, tu vas voir, je vais te ramener une de ces bonnes notes. Voilà, c'est ça, hein, qui va se passer. Vraiment. Alors, on a des enfants qui ont déjà un petit passé, ou tout simplement qui vont avoir un petit coup de stress. C'est des choses qui arrivent à tout un chacun. Alors, pour les aider, franchement, j'ai mis dans la trousse de mes filles deux produits. Un qui s'appelle Rescue et l'autre qui s'appelle... Alors, l'autre, je vous ai mis deux noms parce que il y en a un, il est en anglais. Dans certaines pharmacies, on le trouve en anglais. Dans d'autres, on le trouve en français. Donc, c'est soit Hawk en anglais, soit Chaîne. En tout cas, c'est la traduction l'un de l'autre. Donc, quand l'enfant est soumis au stress, alors ça peut servir aussi pour les enfants qui se réveillent vers 2 h du matin, qui ne peuvent pas se rendormir. C'est parce qu'ils ont des angoisses. Donc, vous pouvez leur donner un peu de Rescue. Et puis, vous savez, des fois, ils vont vous dire « j'y arriverai jamais ». Alors là, je pense aux dysorthographiques, par exemple. Eh bien, quand l'enfant commence à dire « je n'y arriverai jamais », donnez-lui du Hawk. Et vu que « je n'y arriverai jamais » donne du stress, eh bien, donnez-lui en même temps du Rescue. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est ces produits? Ce sont des produits entièrement naturels, faits avec des fleurs. Le docteur Bach, c'était un médecin qui était passionné des fleurs, et qui a fait une corrélation entre le pouvoir des fleurs et les émotions humaines. Rescue en anglais, ça veut dire secourir. Eh bien, le produit Rescue vient grignoter les toxines que produit le cerveau quand il est soumis au stress. Ça fait que l'enfant ne ressent plus les chigillings dans son estomac, il n'est plus en train d'avoir des sueurs froides, il n'a plus les enfants qui sont dans la panique, ils ne savent même plus comment ils s'appellent. Hein.
j'exagère bien sûr, mais bon, qu'on ne se souvienne plus de leur formule alors qu'ils les savaient par cœur. Combien de fois j'ai entendu des mamans me dire, elle savait son cœur par cœur, elle a eu 2. Eh bien, donne-lui un peu de rescousse, tu vas voir. Elle savait par cœur, elle va ramener une bonne note. C'est vraiment génial. On peut s'en servir même dans la vie privée. Hein. Par exemple, tiens, je vous partage encore un petit exemple. J'ai eu une de mes 2 filles qui a eu un problème de santé, qui a fait qu'il fallait faire une prise de sang par semaine. Quand on est jeune, c'est pas ce qu'on préfère. Eh bien, je lui donnais du rescue avant de partir. Et ça se passait à merveille. Voilà, elle était toute détendue, ça se passait bien. Alors maintenant, je voudrais vous donner une astuce pour apprendre les poésies. Alors, pour apprendre les poésies, des fois, la difficulté finalement pour retenir les poésies, c'est l'enchaînement des strophes. À la limite, strophe par strophe, la strophe elle-même, on y arrive, mais attaquer la 2e strophe ou attaquer la 2e à la 3e, voire la 3e à la 4e, c'est quelque chose de plus délicat. Donc si vous faites un petit dessin qui va enchaîner les actions, ça va vous aider à retenir la suite. Alors il faut que ce soit l'enfant qui fasse son dessin, parce que si c'est la maman qui fait le dessin, l'enfant va devoir apprendre non seulement la récitation, mais en plus l'enchaînement de dessin. Parce que si c'est l'enfant qui a fait le dessin, il se souvient ce qu'il a fait. Et même quand il va apprendre sa poésie, il peut regarder le dessin, ce qui lui permet d'ailleurs de se souvenir de son dessin. Et là encore, mémoire auditive, visuelle et kinesthésique. Et il va enchaîner. Et quand il récitera à l'école, son dessin, c'est comme s'il le voyait. Et ça l'aide à enchaîner. Il y a des enfants qui sont plus dans le mouvement, où il en faut plus. Puis il y a des poésies qui se prêtent plus à mimer la poésie. Alors ça, c'est d'enfer. Ils adorent ça. Ils vont donc ils vont jouer leur poésie. Alors ça marche d'enfer. Alors, bien sûr, toutes ces petites astuces sont géniales, mais la bonne note en poésie, elle vient quand la poésie sort d'une manière fluide et puis qu'on l'habite. Or ça, si on apprend sa poésie la veille pour le lendemain, c'est quand même un petit peu difficile, même si ça aide beaucoup à apprendre, on n'aura pas une diction magnifique si on l'a apprise la veille pour le lendemain. Donc, l'idéal, c'est d'apprendre quelques lignes chaque jour, et puis de laisser suffisamment de temps entre le jour où on la sait en entier et le jour où on va le réciter, pour pouvoir justement créer ce liquide, cette fluidité. Voilà. Alors, un autre petit conseil, chaque fois que l'enfant apprend sa 2e strophe, il peut apprendre sa 2e strophe, mais dès que c'est fini, il faut qu'il apprenne à enchaîner avec la première. Et donc, quand on apprendra la 3e, on enchaînera avec la 2e et on enchaînera avec la première. À chaque fois, on travaille les enchaînements pour que le jour J, tout sorte d'une manière fluide. Alors maintenant, je voudrais vous donner quelque chose d'important. Une fois qu'on a mangé, on a pris sa douche, il y a un moment où il va falloir aller au lit. Aller au lit, quitter, voilà, peut-être que papa et maman sont en train de regarder la télé, tout ça. Moi, j'ai pas envie d'aller dans ma chambre, j'ai pas envie d'aller. Et puis le noir, j'aime pas trop ça. Me retrouver tout seul dans ma chambre, j'ai pas trop l'envie. Alors, je vous propose quelque chose que j'ai fait pendant des années, j'ose même pas vous dire jusqu'à quand, et qui va autant vous faire du bien en tant que maman qu'à votre enfant. C'est le massage des pieds. Alors, vous allez vous installer sur le lit de votre enfant, à ses pieds, prendre ses petons sur vos genoux. Vous pouvez le couvrir parce que parfois ça va arriver que l'enfant s'endorme, et je vous dirais franchement que ça m'est même arrivé moi-même de m'endormir en même temps que mes filles, parce que les points ça fait tellement bien de masser que ça fait du bien aux masseurs et aux massés. Donc, si l'enfant n'est pas trop jeune, vous pourriez prendre dans le creux de votre main 3 gouttes d'huile essentielle de lavandin. Le lavandin, c'est génial, c'est harmonisant, c'est équilibrant, c'est calmant, c'est vraiment, et ça sent extrêmement bon. Alors, demandez au pharmacien, parce qu'il y a un petit peu d'alcool dans les huiles essentielles, on n'en met pas au bébé, ça c'est sûr, et demandez-lui de vous indiquer à partir de quel âge vous pouvez les utiliser. Dans le pire des cas, s'il n'a pas le droit, il est trop jeune, vous allez faire le massage à main nue. Vous aussi, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez prendre un petit peu d'huile d'amande douce, par exemple. Ça fait glisser, bon, c'est sympa.
Alors la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez prendre le pied de votre enfant et avec la main, moi je suis droitière, donc avec la main droite, vous allez appuyer la main bien à plat et vous allez frotter toute la surface du pied en mettant une bonne pression. Parce qu'au début, on est un petit peu chatouilleux et parfois, tu me chatouilles. Alors là, c'est parti pour la rigolade, c'est pas parti pour le retour au calme. Et puis aussi parce que ça chatouille et plus ça chatouille et on ne va pas pouvoir faire le massage. Il y a des enfants qui sont si chatouilleux que vous ne pourrez même pas faire ça. Et dans ce cas-là, vous ferez simplement des pressions. Comme si on serrait la main, ben vous serrez le pied. Hein. Donc ça fait un premier contact avec le pied qui fait énormément de bien. Parce que, je ne sais pas si vous savez, mais il y a des spécialistes qui soignent par exemple juste les différents points de l'oreille. Sur l'oreille, tous les points, tous les organes de notre corps sont représentés. Certains médecins vont travailler les différents points dans l'œil. D'autres vont travailler, bon, justement, sous nos pieds, on a tous nos organes qui sont représentés. Donc, si vous appuyez sur tous les organes de la main, si vous appuyez sur toute la plante du pied, vous allez faire du bien au corps entier. Et quand c'est fini, alors là, je vais vous montrer cette image, ce sera peut-être plus facile pour vous expliquer. Vous voyez? Hop. Une fois que vous avez fini, vous avez ici la fin du talon et ici vous avez la base de la paume de pied. Eh bien, vous allez, avec vos index, appuyer sur le côté du pied, sur tout cet espace, de la fin du talon jusqu'au début de la paume de pied, donc sur la face interne et sur la face externe du pied, et des deux côtés. Vous faites un pied d'abord, puis après vous faites l'autre pied. Alors là, c'est avec l'index, vous allez faire de bonnes pressions, index gauche, et puis vous mettez juste au-dessus l'index droit, puis juste au-dessus l'index gauche, etc. etc. J'appelle ça faire l'ascenseur, vous montez, vous descendez, vous montez, vous descendez. Et vous allez sentir votre enfant se relaxer sous vos mains, c'est magique. Au début, parfois, ils sont, oh là là, on dirait que ça va casser tellement c'est tendu. Et après, ça va devenir tout mou. Alors ça fait plaisir, on sent qu'on a fait du bien. Alors pourquoi ces pieds? Pourquoi ces points? Ce sont des points de réflexologie plantaire. Ce sont des points qui vont soulager tout le système parasympathique. Ce qui fait que justement, on a mal au ventre, on est constipé, on a des plaques dans les cheveux, on a des tics, vous voyez, pour toutes ces choses-là. Et puis après, vous allez faire des pressions avec le pouce. À la base, vous voyez, là c'est la paume de pied. Voilà. Et si vous avez peur de louper le point, eh bien faites comme sur cette première image, mettez-y les doigts. Tous les doigts, il y en a bien un qui sera sur le bon point. Vous voyez, c'est magique parce qu'on va faire le travail exactement. Ces points qu'on active, ce sont les points qu'utilisent les acupuncteurs. Sauf qu'avec les doigts, ça fait moins mal et c'est moins précis, mais vu que les doigts sont épais, ben on aura toujours touché le bon point, quoi. Hein? Voilà. Eh bien, la petite conférence est terminée et je vais vous souhaiter des tonnes de bonnes soirées, autant que vous en créerez dans la sérénité, la douceur, la tendresse et l'amour. Si on rajoute une pointe d'humour, vous serez la maman parfaite. Merci Caroline de me rappeler. Je vais faire comme ça.